m'appelle Sophie Le Carpentier, je suis metteur en scène de théâtre et occasionnellement assistante à la mise en scène ou collaboratrice artistique d'autres metteurs en scène. J'ai commencé à faire ce métier assez tôt, je pense. Enfin, ce métier, c'était pas un métier, c'était un hobby plutôt. À partir de la quatrième, j'ai été en option théâtre, enfin en cours de théâtre, voilà. Donc j'ai découvert ce que c'était. Je venais d'une famille où c'était absolument pas dans les habitudes culturelles, voilà. J'avais quand même une mère prof de lettres qui, elle, faisait du théâtre avec ses élèves. Donc dans les flashs comme ça qui font que maintenant, si je me dis pourquoi j'ai eu envie de faire ça, je me souviens par exemple que toute petite, j'avais été la voir à genre 7-8 ans et j'ai des souvenirs d'elle sur scène avec ses élèves et de voir la préparation du spectacle et de me dire que ça devait être merveilleux d'être tous ensemble à raconter une histoire à d'autres gens. Après, donc j'ai commencé à faire du théâtre avec une prof de lettres géniale en quatrième, troisième. Et puis, quand je suis arrivée au lycée, avec quelques amis qui voulaient être comédiens, enfin qui rêvaient d'être comédiens, on a monté une troupe amateur. Donc là, on a fait des spectacles en amateur, on a créé une association et puis on a trouvé des lieux pour répéter. Je pense que là, le virus a commencé à creuser son foyer. Suite à ça, moi, j'ai fait des études de lettres. Encore une fois, parce que dans ma famille, il n'était pas tout à fait envisageable que je parte sur ces routes-là sans avoir un bagage pour pouvoir faire autre chose si jamais ça ne marchait pas. Donc, j'ai fait des études de lettres supérieures. En même temps que j'étais en Hippocagne-Cagne, je me suis quand même inscrite au conservatoire de théâtre en tant que comédienne à Rouen, puisque j'étais rouennaise. Et donc ça, c'était assez drôle parce que c'est un boulot fou, l'Hippocagne-Cagne, mais je réussissais quand même à dégager mes 10 heures de théâtre. Et là, je me suis rendu compte que vraiment, il y avait quelque chose dans cet endroit, dans ce rapport au texte, dans le rapport aux autres, qui était sans doute une des choses qui m'intéressait le plus. Voilà, après j'ai continué mes études, je suis rentrée à la fac. J'ai travaillé sur Beaumarchais, du coup, puisque j'avais la chance d'être dans une faculté où il y avait Jean-Pierre de Beaumarchais, le descendant, arrière-descendant de Beaumarchais, l'auteur. Donc j'ai fait mon DEA, enfin ma maîtrise, puis mon DEA avec lui sur l'écriture de Beaumarchais, donc sur la musicalité, l'efficacité et la gaieté de l'écriture de Beaumarchais. Ce qui me permettait d'avoir quand même un pied dans le théâtre et de me dire que si un jour je réussissais à devenir metteur en scène, ce serait la pièce que je voudrais monter. Et j'ai travaillé sur les manuscrits de Beaumarchais. J'ai réussi il y a 4 ans maintenant à monter la trilogie de Beaumarchais, donc c'était assez beau parce que c'était vraiment une boucle qui se bouclait. Voilà, après je suis montée à Paris, enfin je suis allée à Paris et la formation de metteur en scène à l'époque n'existait pas, il n'y avait aucune école. Donc j'ai passé les concours pour être comédienne. Je me suis rendu compte que j'avais pas envie en fait d'attendre qu'on m'appelle pour faire des projets et que sans doute l'endroit où je serais plus à l'aise ce serait d'être le leader et en tout cas de décider moi de ce que je faisais dans mon timing, avec mes envies, en m'entourant des gens avec qui j'avais moins envie de travailler et de pas être celle qu'on appelait. Donc ça a été assez vite vu que je serais pas comédienne et du coup j'ai cherché à faire des assistanats. Le premier gros assistanat que j'ai fait, c'était avec Jean-Pierre Vincent au Théâtre des Amandiers. Là, j'ai découvert un monde incroyable parce que théâtre subventionné, donc c'est à la fois des moyens relativement importants, mais c'est surtout une manière de travailler sans doute un peu différente du privé, où j'ai travaillé après, parce qu'il y a le temps. Donc là, j'ai découvert tous les métiers autour. J'ai travaillé pendant 5 ans avec lui. Ça a été absolument fondamental dans ma formation aujourd'hui de metteur en scène. C'est-à-dire que j'allais le matin très tôt pour voir comment on faisait les lumières, comment on implantait les lumières, comment on les réglait, qu'est-ce que ça faisait si on mettait un projecteur dans un sens plutôt que dans un autre. Et j'ai discuté avec les techniciens. J'ai compris aussi l'intérêt du son, c'est-à-dire que la même scène sans le son, ça racontait pas la même chose. Donc voilà, j'ai vraiment profité de ces 5 années, ces 3 spectacles qu'on a fait ensemble pour apprivoiser aussi le lexique théâtral qui est extrêmement spécifique et qui fait qu'aujourd'hui, en tant que metteur en scène, quand j'arrive dans un lieu, si je parle avec les techniciens, on se comprend rapidement et ils voient que je sais à peu près de quoi je parle. Donc on gagne du temps et puis c'est un rapport de confiance. Quand on est assistant à la mise en scène, c'est toujours complexe. C'est-à-dire qu'il faut
être en avance sur tout le monde, essayer de se dire qu'on on prévoit tous les problèmes qui vont peut-être arriver après. Donc moi, j'ai eu la chance de faire des assistanats avec des grands metteurs en scène, que ce soit Jean-Pierre Vincent, Luc Bondy, là récemment Yasmina Reza. C'est des gens d'abord qui savent exactement où ils vont, mais qui du coup n'ont pas forcément envie ni le temps de s'occuper de l'ensemble de l'équipe technique et artistique qui va autour du spectacle. Donc l'assistanat, il y a des choses très basiques qui sont faire le planning, gérer les disponibilités des comédiens par rapport aux répétitions, s'adapter aux uns et aux autres. Mais ce que j'aime, moi, c'est le côté plateforme entre tous les corps de métier. C'est aussi assister aux réunions préparatoires du décor, donc savoir dans quel espace on évoluera, peut-être parfois aller même voir comment il est construit le décor, parce que si on sait comment il est construit, on sait en répétition, si d'un coup quelque chose nous gêne, on va pouvoir dire, bah, ça, tu sais, on peut le démonter, on peut le remettre ailleurs, enfin voilà. Les costumes, c'est pareil, j'ai beaucoup assisté aux essayages des costumes. J'ai travaillé à la Comédie Française et j'ai un souvenir d'un jour d'essayage où tout d'un coup, c'était très beau, ça tombait parfaitement bien, mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de poche dans la robe. Or, c'était une scène où la comédienne avait besoin absolument de mettre une clé dans une poche, et voilà, donc il fallait changer la forme de la robe parce qu'elle était entièrement fluide et moulante. Donc voilà, c'est un peu être celui qui doit savoir tout sur tout et pas oublier les petits détails. Et ça c'est le boulot général. Après, en répétition, c'est être présent aussi par rapport au texte, donc être capable de souffler le texte. Donc très vite, on connaît le texte par cœur quand on est assistant, comme ça permet de ne pas avoir le nez sur le livret. Et puis essayer toujours, oui, c'est ça, d'accompagner le metteur en scène aussi par un regard artistique, pouvoir lui dire qu'il y a des choses qui ont été faites 2-3 jours avant qui nous semblaient plus justes par rapport à ce que lui cherchait. Ce que j'aime dans le métier d'assistant, c'est qu'on est à un moment où j'ai l'impression, moi ça me repose quand je suis assistante par rapport à quand je suis metteur en scène, parce que j'ai l'impression de rentrer dans le cerveau du metteur en scène et de me mettre complètement à l'endroit où il est, de plus moi me poser de questions sur comment je ferais moi si j'avais à le faire, mais de me dire lui qu'est-ce qu'il veut exactement, et de devenir une éponge et de s'imprégner de son désir et du coup de pouvoir le devancer et le prévoir. Je pense que le fait d'être assistant avant d'avoir été metteur en scène, c'est ultra formateur. Maintenant, il existe des écoles de metteurs en scène, donc peut-être qu'on peut ne pas passer par le stade d'assistanat. C'est très différent parce qu'on n'est absolument pas décideur. Donc on est totalement débarrassé de la tâche de la décision, des choix, mais on n'est aussi pas producteur. Donc on n'a pas la charge de ça, on n'a pas la responsabilité du spectacle. Après, ce qui est formidable dans le fait d'être assistant, c'est qu'on apprend énormément. On est à un endroit où on voit comment tous les gens travaillent. Donc après, quand on est metteur en scène, on sait, je crois, mieux parler, on sait mieux qui est capable de faire quoi, en quel temps aussi, plus que l'assistanat, c'est aussi énormément la gestion de la temporalité, de la création. Alors, j'ai pas énormément d'assistants, moi, dans mes mises en scène, parce que ça coûte cher un assistant. Et que les quelques fois où j'ai pris des assistants, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas assez rapides. Et que, du coup, peut-être j'ai un peu une déformation professionnelle, c'est que j'en ai fait beaucoup des assistanats. Donc, j'ai tendance de temps en tant que metteur en scène déjà à avancer, à être trop en avance. Quand les quelques fois où j'ai eu des assistants, ce qui est très, très agréable, c'est le rapport au dialogue. C'est le fait de ne plus être tout seul d'un côté de la table à regarder les autres, d'être à deux, de pouvoir discuter. Mais en fait, je le fais énormément avec les comédiens. Donc en fait, j'ai assez rarement besoin d'un assistant, moi. Je préfère être dans cette relation. Je demande aux comédiens beaucoup de m'assister. C'est-à-dire, je demande aux comédiens d'être très responsables sur un plateau. Donc, finalement, ils s'autogèrent entre eux et même sur l'histoire de planning, à un moment, je trouve qu'on peut aussi les responsabiliser et leur demander de gérer leur planning entre eux. Quand on est assistant, on crée une relation très spécifique avec chaque metteur en scène. Du coup, elle s'invente vraiment à chaque fois. Moi, j'en ai fait 5 ou 6, des gros assistanats. Il y a des gens avec qui on devient quasiment une seule et même personne. On est à un endroit de collage des deux identités qui font qu'on discute énormément, qu'il y a une vraie collaboration artistique. C'est-à-dire que les avis s'échangent et à la fin, on ne sait pas, quand on voit le spectacle le soir de la première, on sait qu'on a totalement participé à la création. Et puis, il y a des metteurs en scène avec qui j'ai travaillé qui sont beaucoup plus chefs aussi, et qui du coup ont plus besoin d'un soutien logistique.
vraiment selon la personnalité des gens. Et puis, c'est aussi, ça change beaucoup au fur et à mesure du temps des répétitions. Les répétitions, elles durent entre 1 et 2 mois à peu près en France, dans le théâtre subventionné, un peu plus court dans le privé. Sur le temps des répétitions, il y a tout un moment où on est très dans la logistique. Ça va d'aller chercher les cafés à ouvrir la salle de répétition, à vérifier que le chauffage marche et voilà, que les loges sont ouvertes. Et plus on avance dans la répétition, plus à un moment ce rôle-là on continue à le faire, mais il devient secondaire par rapport au rôle de regard sur le spectacle. Mais ça dépend vraiment des metteurs en scène. C'est ça qui est drôle quand on est assistant, c'est qu'on s'adapte, on devient une espèce de petit caméléon en gros, il faut se mettre à l'endroit où il y a de l'espace et essayer de rendre service, quoi. Quand on monte une pièce, enfin pour monter une pièce, les étapes c'est à la fois un chemin de croix long et ardu, et en même temps, la récompense, c'est le jour où on commence les répétitions. Donc il y a tout un travail, enfin, notamment quand on travaille en compagnie. Moi, j'ai donc ma propre compagnie, donc je suis le propre moteur des spectacles que je monte. Donc il y a tout un travail de recherche d'argent, d'abord, de recherche de coproducteurs. Donc ça passe par des rendez-vous dans des bureaux avec des directeurs de théâtre, mais aussi avec les DRAC, avec les subventionneurs classiques. Donc là, c'est un drôle de travail parce que généralement, il faut avoir fait un dossier sur un spectacle dont on ne sait absolument pas à quoi il ressemblera. On ne sait pas forcément exactement qui seront les comédiens. On est obligé de mettre des comédiens dans le dossier à qui on demande l'autorisation d'être dans le dossier en sachant que, comme on n'a pas la temporalité des répétitions, on ne sait pas si finalement c'est eux qui le joueront au final. Après, il y a... Avant tout ça, quand même, il y a la partie réjouissante et qui fait peur aussi, c'est celle de choisir la prochaine pièce qu'on va monter. C'est un peu le grand saut. Ça se fait de manière assez étrange. Ça se met dans mon cas, soit c'est par flash, tout à coup j'ai une sorte d'évidence sur une chose que j'ai envie de monter. Je me dis, voilà, ça c'est sûr, donc ça va assez vite dans ces cas-là de faire un dossier. Et puis c'est assez facile d'en parler aux gens parce qu'on sait pourquoi, comment et tout ça. Moi, j'ai fait des spectacles, beaucoup qui étaient des spectacles d'enquête et presque un peu documentaire. Donc, dans ces cas-là, c'est beaucoup plus long, le processus. C'est-à-dire que pendant 1 an, 2 ans, je réfléchis à comment je pourrais aborder un thème, à travers quel texte. Est-ce que je prends un texte qui existe déjà? Est-ce que je commande un texte à un auteur que j'aime bien? Est-ce que moi, je me lance dans l'écriture sur une thématique? Donc voilà, donc, on fait des dossiers. On fait beaucoup de dossiers. Et puis, une fois qu'on a fait ces dossiers, on ne sait toujours pas à quoi ressemble le spectacle. On trouve des sous, un peu ou beaucoup. À partir du moment où on sait combien on aura de sous, on peut aussi commencer à rêver de la scénographie, donc de l'esthétique du spectacle, des costumes, de la scéno, de la lumière, du son. Donc là, c'est encore la deuxième partie du travail, c'est d'aller rencontrer les gens avec qui on va avoir envie de travailler, de les convaincre, de leur expliquer. C'est une partie que j'adore parce que c'est le moment aussi où du coup, en discutant avec chaque interlocuteur, on affine notre désir, on commence déjà à rêver d'une chose ensemble. Donc, pour moi, c'est vraiment un échange. Et c'est vrai que quand je vais voir l'éclairagiste sur un spectacle, généralement, la discussion qui est créée autour de ce que sera la lumière du spectacle me livre aussi des clés sur ce que j'ai envie d'y raconter et donc sur comment je dirigerai les acteurs. Donc voilà, à un moment, l'équipe est constituée. Il faut les acteurs. Alors généralement, quand on a envie de monter une pièce, on sait déjà un peu, on a des envies un peu précises sur les acteurs principaux. Donc là, on fait des lectures avec eux. C'est les premières rencontres, c'est drôle, ça ressemble au premier jour d'école. Donc on se retrouve tous autour d'une grande table, on se présente les uns aux autres, tout le monde ne se connaît pas, on est tous un peu timides. J'essaie d'exposer le projet, le pourquoi on va raconter la pièce, comment on va la raconter, quel est l'esprit du travail que je souhaite qu'il y ait entre nous. Et puis généralement, on se donne rendez-vous pour 1 mois ou 2 plus tard et le début des répétitions. Au moment de la lecture, ça dépend vraiment des fois, ça dépend des comédiens. C'est-à-dire qu'il y a soit des comédiens qui sont ultra en proposition, c'est-à-dire qui arrivent en ayant déjà une envie, une fantaisie personnelle, un propos sur le personnage qu'ils vont interpréter. Si c'est le cas, moi je les laisse entièrement faire la lecture parce que du coup je regarde ce que ça apporte à ma vision, à moi que j'avais dans mon lit le soir où j'ai lu la pièce, où je me suis dit que j'allais la monter.
Si les comédiens sont plus timides, si les choses s'installent doucement, alors je trouve que c'est bien de commencer à inoculer des petites informations sur comment on va le traiter. Généralement, à cette lecture-là, je parle quand même du décor, parce que c'est pas pareil de jouer avec un plateau nu et deux chaises que de jouer dans un décor ultra construit et ultra réaliste ou au contraire complètement moderne. Et même pour la lecture, ça influe sur la lecture et sur le type de jeu pour les comédiens. Je peux prendre la parole dans ces lectures-là. Je crois aussi on affine notre outil commun, qui va être la langue. Donc c'est sans doute à ce moment-là que moi je parle le plus de mon rapport au langage et à comment on prend en charge un texte pour le dire à d'autres, de façon à harmoniser ce rapport à la langue. C'est une chose dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est une des choses les plus importantes, je trouve, au théâtre, et qui fait que certains metteurs en scène, on dit qu'ils sont très modernes, alors qu'ils peuvent monter de Tchekhov. C'est que tout à coup, ils ont un rapport à la langue qui est ultra contemporain, alors que d'autres peuvent être ultra classiques dans des textes contemporains. Enfin voilà, il y a plein de gammes de cette relation à la langue. Donc voilà, la première lecture, c'est ça. C'est ce moment de se mettre ensemble. Un peu comme un orchestre, en fait. Un peu comme un orchestre où on se dirait, voilà, on ne va pas jouer très fort, on va tout jouer très doucement, parce que comme ça, on laissera surgir à des moments des choses. Donc on commence à donner les codes qu'on apprivoisera ensuite tous ensemble. Et puis après, on passe au plateau. Donc plateau, première répétition. C'est tout le monde est en vêtements de ville. On balbutie le texte, on commence à imaginer l'espace. Alors soit on est dans des conditions de luxe et on répète directement dans le décor. Donc on peut réellement commencer à faire la mise en espace dans le décor. Souvent on a quand même un stade de répétition qui se passe sans le décor dans une salle de répétition, que moi j'aime aussi beaucoup parce que du coup on travaille vraiment sur le corps des acteurs, sur leur interprétation, sur la finesse du jeu, sur la finesse du propos, sur qu'est-ce qu'on veut faire entendre avec telle réplique, comment on le fait entendre, à quel moment on a envie qu'il y ait une émotion, à quel moment on pense que l'émotion n'a pas lieu d'être chez l'acteur pour qu'elle ait lieu chez le spectateur. Donc voilà, on travaille sur toutes ces cordes sensibles d'interprétation vraiment. Et puis après, ça s'accélère. Donc après, le décor arrive. On commence à voir que ce qu'on a répété dans la salle avec deux chaises ne marche plus du tout et que toute l'émotion qu'on avait trouvée sur deux chaises, si on est à 3 mètres les uns des autres, ça ne marche plus. Donc comment on réagrandit ce qu'on avait trouvé en tout petit. Les costumes arrivent. Donc on s'aperçoit que les mouvements qu'on avait faits sans marchent ou ne marchent pas. On s'aperçoit aussi qu'il y en a des nouveaux à trouver parce qu'on ne se tient pas pareil quand on a une robe avec un corset ou quand on a un pantalon large ou quand on a des talons. Donc voilà, on adapte à ça. Entre les deux, il y a ces moments d'italienne sur le travail vraiment. Moi, c'est aussi les italiennes, c'est le moment où on se retrouve au bord du plateau, généralement en début de répétition, et où on dit à tous les comédiens qu'on va juste faire le texte à plat, le dire vite. Ça vient des Italiens qui parlaient extrêmement vite, et donc on dit le texte vite, 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 sans intonation, juste pour la mémoire en fait. Donc on fait ça très très régulièrement. Enfin, moi je fais ça quasiment systématiquement en début de répétition. Je trouve que c'est un moyen de faire circuler la parole entre tous les acteurs et puis d'assurer la mémoire et de se dégager de ce problème de mémoire après sur le plateau. Donc après arrive la lumière. La mise en scène commence à être faite. On a commencé, moi de mon côté, j'ai trouvé des axes forts, des images qui commencent à me plaire, qui commencent à raconter ce que je voulais raconter. Les acteurs, eux, commencent à percevoir qu'ils ont un parcours du début à la fin. Donc on commence à faire des filages. Ce qu'on appelle des filages, c'est le fait de mettre bout à bout toutes les scènes. Et donc pour les acteurs, c'est la première exploration du parcours de leur personnage du début jusqu'à la fin de la pièce. La lumière arrive. Là aussi, c'est formidable parce que c'est comme un peintre qui, d'un coup, change de couleur. C'est qu'on décide là aussi à quel endroit on va faire des gros plans, qu'est-ce qu'on va laisser dans l'ombre, qu'est-ce qu'on va éclairer. Ça change aussi un peu des choses parce que de temps en temps, il y a une lumière très belle à un endroit et on se dit que la scène qu'on avait faite côté jardin, on va la faire côté cour. Et comme ça, elle sera dans cette lumière très belle. Enfin voilà, donc l'éclairagiste peut vraiment influencer aussi la mise en scène et peut tout à coup donner envie de changer des choses. Et puis il y a le son qui arrive, généralement un peu en même temps que la lumière. Là aussi, il faut donc l'idée de la mise en scène, c'est d'orchestrer tous ces corps de métier pour qu'à un moment, ça fasse une unité et qu'on soit bien tous toujours en train de raconter la même histoire. C'est ce qui est
C'est pour ça que je trouve que c'est un métier très proche du chef d'orchestre, en fait. Et le chef d'orchestre, il n'a que des musiciens. Nous, ce qui est drôle, c'est qu'on a des gens qui ont des arts extrêmement variés autour de nous, donc qui ont un rapport à la parole différent, qui ont un rapport à la pudeur, à la timidité ou à l'excentricité différent, et qu'il faut pourtant que tout ça s'accorde pour finalement raconter une chose commune. C'est un métier qui ressemble à des montagnes russes, en fait. C'est-à-dire qu'on passe par des états d'euphorie absolue et des états de désarroi total. Il n'y a pas de stabilité. C'est-à-dire que c'est drôle, notre statut, c'est d'être intermittent du spectacle. Mais on est aussi intermittent des émotions, puisqu'on passe notre vie à malaxer de l'humain et à essayer de raconter ce que c'est qu'être un être humain. Donc on travaille sur une chose qui est extrêmement sensible et fragile, et que le processus, lui, il est costaud, il est lourd, il est technique, donc on balbutie, on cherche en permanence. Enfin, en tout cas moi, hein, je crois qu'il n'y a jamais de certitude. Quand on commence à répéter un spectacle, entre le premier jour où on est, je dis toujours dans son lit, mais parce que voilà, moi c'est dans mon lit que je lis, donc où je suis dans mon lit, je lis la pièce, je me dis vraiment j'aimerais bien la monter. Du coup, je laisse reposer un peu. 2-3 jours après, j'y reviens, je me dis oui vraiment ça pourrait être bien, je commence à rêver des comédiens. Et là, l'espèce d'euphorie qui me gagne en me disant ça y est, je vois dans quel décor on pourrait le faire, je vois ce que ça va raconter, je vois ce que ça peut procurer comme émotion à des spectateurs. Donc là, il y a une phase comme ça qui est souvent très, 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 très excitante. Et puis après, il y a la lourdeur de la mise en place de la chose, qui est parfois totalement désespérante. C'est que voilà, il y a pas beaucoup d'argent, on est nombreux à faire ce métier. C'est un métier qui coûte cher parce qu'il y a beaucoup de corps de métier. C'est de l'éphémère, donc voilà, les gens ils viennent une fois dans la salle, mais on peut pas, il n'y a pas de droit de suite. C'est pas comme le cinéma. Le cinéma coûte cher, mais à un moment, si ça marche, ça peut marcher pendant des années. Nous, une fois que c'est fini, c'est fini. La dernière d'un spectacle, c'est la dernière. On détruit le décor et il en restera jamais rien, quoi. Donc voilà, le moment des subventions, de la vente, c'est hyper compliqué parce que on baigne dans un petit truc où on a l'impression d'être des artistes, où on va faire des belles choses avec des gens formidables. Et puis tout à coup, on se retrouve face à des directeurs de théâtre et on leur vend une salade en leur disant « Regardez, elle est très verte, elle a poussé bio et elle est magnifique, ma salade. » Et qu'on a l'impression de dénaturer complètement notre rêve, de dénaturer notre métier. Et en même temps, eux, ils ont 50 propositions par jour, donc c'est normal qu'ils aient envie un peu, qu'on leur donne envie. Donc voilà, il y a une chose un peu étrange là-dedans. Donc après, il y a des bonnes surprises. Il y a en effet les moments où tout d'un coup, un directeur de théâtre qui n'avait pas eu l'air particulièrement intéressé quand on lui en a parlé, passe un coup de fil et dit voilà, en fait, j'ai réfléchi, ok pour coproduire le spectacle, ok, on en prend 10, ok, vous aurez ma salle de répétition. Et tout à coup, les choses vont très très vite. Donc il y a ça aussi, quand je parle de l'intermittence, c'est que notre temps, il n'est jamais prévisible. Entre l'envie de monter un spectacle et le jour de la première, personne ne peut exactement évaluer le temps qu'il faudra. C'est-à-dire que ce sera le temps d'avoir convaincu des gens que ça va être un beau spectacle au final. Et ce temps-là, il est complètement fou. Et puis après, dans les répétitions, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a la griserie du premier jour de se retrouver tous. Il y a des répétitions sublimes où on sort, on a des étoiles plein les yeux, on a l'impression d'avoir touché du doigt une chose tellement belle chez les acteurs, on a l'impression que ça y est, ils ont tout compris, ils savent comment ils vont raconter la pièce, que ça y est, ils sont en train de devenir le personnage, puis le lendemain on se retrouve à la répétition et puis il n'y a plus rien. L'acteur est fatigué, il a passé une mauvaise soirée, ce qu'il avait fait la veille lui paraît la même chose que ce qu'il fait ce jour-là, et puis on ne sait pas si c'est notre regard à nous, metteur en scène, qui a changé ou si c'est lui qui est complètement en dessous de ce qu'il avait fait la veille. Donc c'est un tâtonnement permanent qui fait qu'il y a des petits moments de folie, des bouffées de colère. Moi, je suis plutôt quelqu'un de très calme, mais malgré ce, c'est un métier qui repose sur une exigence énorme. Chaque jour, il faut qu'il y ait une chose belle, sinon on sait que le spectacle ne sera pas à la fin. Donc il faut que dans la journée, ça avance, quoi.
Les comédiens, c'est des animaux bizarres. C'est-à-dire qu'ils ont fondamentalement, ils ont une responsabilité absolue, puisque c'est eux qui seront devant les spectateurs. Donc ils ont à la fois cette liberté et cette... je ne sais pas comment dire, ils ont légitimement l'orgueil de savoir que c'est eux qui ont le pouvoir, puisque c'est eux qui joueront le spectacle. En même temps, la relation metteur en scène-comédien, elle marche si à un moment il y a une confiance totale entre le fait que ce que je vais leur demander de faire fait qu'ils seront mieux que s'ils le faisaient eux comme ils le sentent. Et que mieux, je ne sais pas si c'est mieux, mais en tout cas que, voilà, que ça fera un tout, que ça fera un spectacle. Ça ne va pas sans écueil, c'est-à-dire que forcément les comédiens, ils ont des moments de doute aussi. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure des doutes du metteur en scène qui ne reconnaît pas une chose qui a été faite par un comédien et qui dit mais t'as tout perdu, c'est affreux. Finalement, on n'a rien fixé. Le metteur en scène, de temps en temps, il a envie qu'un comédien il fixe, il réussisse à refaire la même chose exactement le lendemain. Et le comédien, lui, c'est une matière vivante, il a une envie. Et il a raison, c'est que pour représenter, c'est l'idée de la représentation, c'est remettre au présent, donc c'est surtout pas fixé, c'est laisser vivant la chose. Donc on est pas tout à fait au même endroit, donc ça repose sur un respect immense et j'allais dire un amour immense. Moi j'adore les comédiens, je suis fascinée. Chaque soir de première, je tremble comme une feuille et je me dis qu'ils font le pire métier du monde. Je ne comprends pas comment on peut y aller, quoi. Même si on a répété 2 mois, comment tout à coup on y va et puis il y a les gens devant et puis il faut le faire. Donc j'ai un respect absolu pour les acteurs qui fait que je crois ils le sentent. Donc du coup, on est dans un rapport de connivence du fait qu'on peut travailler ensemble. Le soir de la première, c'est très étrange pour un metteur en scène, parce que c'est à la fois complètement grisant et c'est un deuil, c'est la fin du travail. Alors en compagnie, dans la structure comme la mienne, qui est une petite moyenne structure, j'ai la chance de suivre mes spectacles. C'est-à-dire que généralement, je m'octroie ce plaisir d'y aller quasiment tous les soirs, de pouvoir faire des retours aux comédiens, faire ce qu'on appelle des notes, c'est-à-dire dire, c'est pas mettre des notes comme à l'école, mais c'est dire attention à tel endroit, je préférais comment tu le faisais. Hier, là j'ai adoré ce que tu as inventé ce soir, garde-le, même on peut le creuser, voilà. Mais il y a quand même un truc du soir de la première qui est que le spectacle appartient à ceux qui vont le jouer. Et donc il faut accepter. Ça a été très très difficile, mes premières mises en scène, j'ai pleuré comme une folle les soirs des premières. Parce qu'il y a un sentiment d'abandon. C'est un peu ridicule, mais on parle de la naissance d'un spectacle. Et il y a une chose qui a à voir avec un accouchement. Et donc, voilà, qui se passe bien, qui se passe mal, qui parfois nécessite des forceps, qui parfois, au contraire, se passe vite et formidablement bien. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a ce petit baby blues après. Et qui se tricote avec les comédiens. Soit il y a des metteurs en scène qui partent et qui ne reviennent pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fait leur travail, ils reviennent 1 ou 2 fois dire bonjour, mais ils lâchent le travail. Moi, j'avais tendance à être très... à rester, continuer à embêter les comédiens. Maintenant, je suis plus détachée, j'essaie de leur laisser le spectacle et en même temps de rester partie prenante, parce que si pendant 10 jours on ne vient pas voir le spectacle, quand on revient, notre parole, elle est complexe, parce que si on dit attention à tel endroit, je ne comprends pas, j'ai l'impression que ça s'est décalé. En face, on a des comédiens qui disent bah oui, mais enfin, nous on a joué 10 fois, quoi. On a eu une salle qui a énormément ri il y a 2 jours sur cette réplique. Du coup, on cherche à refaire rire. Et si on n'est pas là le soir où la salle a ri, c'est compliqué d'expliquer aux comédiens que la salle n'a pas forcément ri parce que c'était bien. Elle a ri parce que c'était un peu relou. Ou bien parfois elle a ri parce que c'était bien et du coup on peut le garder. Donc voilà, c'est un enfant, c'est un petit truc qu'on accompagne quand même. Enfin, moi, je considère ça comme ça. Je trouve qu'il y a une chose de tenir la main à son spectacle jusqu'au jour de la dernière. J'ai fait un de mes rêves, je l'ai fait il y a donc pas longtemps en montant la trilogie de Beaumarchais. Donc j'allais dire, depuis mes 17 ans, je me dis que si un jour je fais du théâtre, je montrerai les 3 pièces de Beaumarchais. Alors voilà, le rêve, ce serait de le faire, mais dans l'intégralité. Là, je n'ai pas réussi du tout à trouver les sous, le lieu fou pour m'accompagner, parce que ce serait 12 heures, 13 heures de spectacle. Donc il faudrait un lieu qui s'engage et qui pense que ça a un sens. Là, on l'a fait en version réduite.
je pense que je monterai la trilogie de Beaumarchais. Mais après, le problème, c'est que ça change tout le temps. Et qu'en ce moment, ce qui m'intéresse davantage, c'est de me confronter au réel. Je trouve que le théâtre est un des derniers endroits où on est tous ensemble dans une pièce à pouvoir parler d'une chose en humain. Et que du coup, il a aussi une responsabilité de parler du monde. Et que les baisses de subventions, le fait qu'il y a de moins en moins d'argent et tout ça, fait que c'est formidable qu'il y ait encore des très grands spectacles faits dans les très grandes maisons, des grands classiques, parce que c'est super important. C'est la culture, avec un grand C. Et en même temps, je trouve que du coup, nous, entre guillemets, jeune compagnie, parce que je suis de moins en moins jeune, mais on a aussi le devoir de parler du monde tel qu'il est, et comment il se construit, et de rajeunir le spectateur de théâtre. Donc voilà. Là, mon rêve, c'est de faire ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est d'essayer de trouver un processus de création. C'est très égoïste, mais comme ce qui est beau dans le théâtre, c'est la fabrication, et qu'il y a ce deuil du metteur en scène qui perd son bébé le soir de la première, c'est de faire presque des spectacles qui joueraient qu'une fois, avec à chaque fois des équipes nouvelles. Et donc de faire une espèce de spectacle performance, ça coûte très cher, mais voilà, si j'avais un budget illimité et un rêve, ce serait ça sans doute.